Enfin, pour conclure notre émission ce jour, j'ai prévu de vous toucher un mot sur la notion d'élection. Parce que c'est une notion qui est source de confusion pour ceux qui n'ont pas l'habitude des notions politiques. L'élection est une opération par laquelle les institutions d'un pays permettent à la population, au peuple des citoyens, de choisir librement leurs dirigeants. Ça peut être au niveau municipal, au niveau législatif, donc parlementaire, ou au niveau de l'institution présidentielle. Voilà une définition de l'élection. La possibilité pour le peuple de choisir ses dirigeants, dans le cadre de règles dont la règle suprême est la Constitution. Bon, mais en Afrique, la notion d'élection n'a pas exactement ce sens classique. La notion d'élection n'a pas exactement ce sens, on va dire, référentiel, canonique. En Afrique, l'élection, dans la plupart des cas, demeure une formalité que le pouvoir organise pour se légitimer, artificiellement et symboliquement. Pourquoi? Parce que dans la plupart des pays africains aujourd'hui, le principe d'alternance n'est pas accepté par les élites qui gouvernent. Même les élites d'opposition ont un problème avec le principe d'alternance, puisqu'elles se comportent, pour certaines du moins, comme si quand elles prendront le pouvoir, plus personne n'aura le droit de l'exercer après elles dans le pays. Donc en fait, la notion d'élection, en Afrique, elle est déviée de sa signification canonique et classique. D'abord, l'élection, c'est donc en fait une grande parade, une grande parodie, une grande mascarade, une grande kermesse que le pouvoir organise pour se donner un vernis de légitimité. Le pouvoir et ses militants partent du principe que l'élection organisée par eux ne peut pas être perdue par eux. Il est interdit par une règle non écrite dans le pouvoir africain contemporain que celui qui organise l'élection la perde. Ce qui fait que quand il y a un pouvoir africain qui perd une élection et qui le reconnaît, le fait est suffisamment exceptionnel et on va chanter les louanges de ce pouvoir-là pendant plusieurs décennies. Pourquoi? Parce que c'est un fait exceptionnel. Le pouvoir africain contemporain ayant tendance à être absolu et par conséquent opposé au principe d'alternance, d'où l'opposition presque systématique au principe de transparence électorale. Donc, on arrive à la troisième idée. La chose, ce que nous appelons élection en Afrique, n'étant pas une consultation souvent libre, transparente, juste, équitable des citoyens, ce que nous appelons élection en Afrique est d'une manière ou d'une autre un processus de légitimation d'un système politique pourri. Considérer l'élection comme la condition de santé du système politique africain, alors qu'on sait que ce système est vicié par l'opacité, par la tricherie et par la fraude, c'est entretenir le système politique par la reproduction de sa mêmeté, la reproduction de sa fausseté. Si vous prenez un pays comme le Cameroun, de 1960 à nos jours, si vous comptez nominalement les élections, mais il y en a eu en 1965, en 1970, en 1975, en 1980, en 1985, en 1984, en 1988, en 1992, en 1997. Vous continuez, vous trouvez les élections en 2002. Vous continuez, vous trouvez les élections, je sais pas, en 2007. Vous continuez, vous trouvez les élections en 2011. Vous continuez, vous trouvez les élections en 2018. Vous trouvez les élections en 2025. Ces dates-là ne correspondent jamais à la consultation réelle du peuple. Elles correspondent à des opérations de pur vernissage d'un système qui a décidé de s'accrocher au pouvoir par tous les moyens possibles. Mais vous pouvez appliquer le même raisonnement au régime de Ouattara aujourd'hui en Côte d'Ivoire, à la tentative de Macky Sall au Sénégal, à la tentative qui habite aujourd'hui Talon, par exemple au Bénin. Vous pouvez appliquer ça à la situation au Congo, Brazzaville, à la situation au Gabon, à la situation en Guinée équatoriale. Vous pouvez l'appliquer à tellement de pays, à la situation au Togo,
pouvez l'appliquer à tellement de pays et vous voyez que, en fait, les élections n'en sont pas. Les cas où les élections sont véritablement les élections sont exceptionnels, du moins notamment dans l'Afrique dite francophone. De telle façon qu'on doit donc se poser la question de savoir, est-ce qu'il ne faut pas, en réalité, déplacer le critère de la bonne santé du système politique africain, de la thématique électorale vers autre chose? Mais quelle serait cette autre chose qui peut nous servir de paradigme d'évaluation de la bonne santé d'un système politique africain si ce ne sont les baromètres des élections truquées? Eh bien, pour moi, la réponse est, c'est le degré d'inclusion des forces politiques dans la construction du consensus national. Les élections sont un critère moins profond que le degré d'inclusion des forces politiques républicaines dans la construction du consensus national. C'est-à-dire que ce n'est que là où les élections ont eu lieu après qu'aient été intégrés dans le débat, intégrés dans la discussion, intégrés dans la compétition, tous ceux qui veulent sincèrement servir l'intérêt supérieur de nos nations, ce n'est qu'au bout de cette démarche consensuelle, de cette démarche de délibération collective, que le processus électoral a un sens. Voilà pourquoi les transitions qui sont en cours sur le continent africain sont plus importantes que les élections. Les transitions sont plus importantes parce que ce sont des périodes pendant lesquelles les citoyens doivent construire le consensus. Les peuples doivent construire le consensus. Ceux qui veulent vraiment que le pays s'arrange, où que ce soit, doivent profiter des transitions pour prendre des dispositions pour que la situation collective ne dérape plus jamais. Les transitions populaires, inclusives, celles qui sont au service des intérêts vitaux des peuples, de leur liberté de choix stratégique. Les transitions qui sont au service du renforcement de la souveraineté nationale par des décisions sur le terrain militaire, sur le terrain économique, monétaire, des décisions sur le terrain de l'initiative institutionnelle, des décisions sur le terrain de la production culturelle, éducationnelle. Ces transitions-là sont plus essentielles que les élections, en valeur ajoutée politique. Donc je voudrais inviter les Africaines et les Africains à sortir du fétichisme électoral et à s'intéresser, non pas au fétichisme, mais à la pratique africaine du consensus. La pratique africaine du consensus qui s'inspire du modèle politico-théorique de l'arbre à palabre, du Conseil des Anciens, le modèle circulaire que nous avons vu opérer ces derniers temps au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Ce modèle-là est la condition, d'abord, d'organisation de véritables transitions réparatrices de nos nations. Et ce sont ces transitions réparatrices de nos nations qui peuvent préparer utilement des consultations exemplaires, qu'on appellera alors des élections véritablement souveraines. Quand on organise des élections dans un pays dont les citoyens n'ont même pas compris les enjeux dans lesquels ils sont engagés, il y a le risque qu'arrivent au pouvoir des individus opposés aux intérêts vitaux, aux intérêts stratégiques et à la souveraineté de ces pays. L'élection n'est pas une solution, une potion magique. Il faut toujours d'abord privilégier le plus large consensus des forces politiques nationales. Et là, on trouve dans la culture africaine, on trouve dans la civilisation africaine de nombreux exemples. On dit que c'est quand tous les fils d'une case, eh bien, mettent leurs mains autour des trous d'une calebasse percée, que celle-ci peut conserver de l'eau pour eux tous. On dit que l'homme n'est rien sans les hommes. On dit que l'union fait la force. Cette sagesse qu'on retrouve dans l'Ubuntu,
qu'on retrouve dans le Mbok Bassa, qu'on retrouve dans la Maat, sagesse de la solidarité, elle est la condition préalable de la crédibilité politique nationale. Or, qu'est-ce qu'on constate? On constate que les Africains sont en train de tomber dans le piège d'aller vers les processus électoraux dans le cafouillage, d'aller dans les processus électoraux dans le flou, d'aller dans les processus électoraux en sachant bien que ces processus sont faux, que les résultats seront faux, que la légitimité tirée de ces résultats sera fausse. Les élections sont devenues une machine à cafouillage, une machine à confusion, une machine à imposture. Les pouvoirs en profitent pour se légitimer artificiellement, mais les groupes concurrents des oppositions en profitent aussi pour se donner une importance qui ne correspond pas à l'expression la plus large du consensus national. D'où mes préconisations. Partout en Afrique, nous devons être davantage attentifs à la construction du consensus qu'aux dates des élections. Là où le consensus est suffisant, les dates des élections, les élections cessent d'être même un traumatisme. Les élections cessent d'être un agenda effrayant. Les élections cessent d'être un problème. Là où le consensus politique national a été travaillé pendant des transitions sérieuses. C'est dans les pays où le consensus n'est pas travaillé, dans les pays où on n'a pas pris la peine de donner une chance à la paix, de donner une chance à la participation, de donner une chance à la pluralité des intelligences. C'est dans ces pays-là que l'élection arrive comme une guerre. L'élection arrive comme l'annonce de la mort. L'élection arrive comme l'annonce d'Armageddon dans le dernier livre de la Bible, appelé Apocalypse ou Révélation. Quand vous voyez un pays où les gens ont peur des élections, sachez que c'est un pays où il n'y a pas de consensus politique suffisant. Et c'est un pays où les élections ne doivent pas avoir lieu. Parce que des élections qui ont lieu dans un contexte de peur, un contexte de méfiance, des élections qui ont lieu dans un contexte de haine réciproque, dans un contexte de hache de guerre prête à être déterrée et parfois déjà déterrée entre les partis. Ces élections sont en réalité la bûchette d'allumette qui met le feu. Elles ne résolvent pas les problèmes. Voilà pourquoi les peuples africains ont tout intérêt, dans des situations où ils n'ont pas d'institutions crédibles, à se battre pour obtenir des transitions leur permettant de préparer les conditions les plus apaisées, les plus exemplaires, les plus consensuelles de délégation du pouvoir. Je récuse donc la suprématie du concept d'élection dans la terminologie, dans la phraséologie, dans la propagande, dans l'agitation dans les médias africains. Il y a une espèce de béatification de l'élection. Il y a une espèce même de, comment dirais-je, on transforme l'élection en un cérémoniel magique, théurgique, d'où surgiraient des messies, soit déjà enquistés dans le pouvoir, ou qui surgiraient, eh bien, de certaines classes ou catégories sociales. Non! L'élection doit retrouver sa place dans un processus politique normal. Un processus de construction du consensus. Donc pour moi, le concept de consensus, le concept de large participation, de large intégration, de discussion, de délibération, le concept de transition préparatoire est beaucoup plus pertinent que le concept d'élection. Un pays qui se précipite vers de soi-disant élections, en sachant bien qu'elles n'en sont pas, est un pays qui va au précipice. Les peuples doivent donc reprendre l'initiative et imposer la construction d'un consensus dans des processus de transition, eh bien, patients, déterminés et bien modérés. Deux livres qui ont attiré mon attention cette semaine. Celui-ci m'a été recommandé par une émission de Michel Colomb. J'ai regardé une vidéo, conférence de Michel Colomb, dans laquelle il présentait ce livre. Et voilà comment je l'ai commandé. Il est intitulé « La peur, arme politique. Gouverner, c'est faire peur et rassurer ». Il est préfacé par Michel Colomb. C'est un joli petit livre qui se lit vite et bien et dont je vous lis la 4e de couverture. « La peur, arme politique »,
Qu'y a-t-il de commun entre l'arabe, le noir, le musulman, le juif, la femme, l'immigré, l'insécurité, la pauvreté, la religion, l'avenir, la crise, le communisme, le terrorisme, le populisme et la mort? Eh bien, ce qu'il y a de commun, c'est la peur qu'il ou elle suscite. Peur légitime ou peur fabriquée? Comment s'y retrouver? En ces temps de crise et d'angoisse, le livre de Robert Charvin tombe à pic. Comparant les peurs d'hier et celles d'aujourd'hui, il dévoile la stratégie commune à tous ses pouvoirs, effrayés pour rassurer. Après l'Église, qui aujourd'hui manipule nos raisonnements et paralyse nos combats? Cette peur nous fera-t-elle accepter un nouveau fascisme? Une réflexion perspicace et profonde dont nous ressortons plus riches et plus vigilants. Comprendre ces peurs, c'est le chemin pour les maîtriser et se débarrasser de ces chaînes. C'est un joli petit livre, eh bien, de Robert Charvin, je le recommande ardemment à l'Afrique des libertés. C'est vraiment un joli ouvrage. Voilà. Il y a un deuxième petit livre que je recommande à nos amis de l'Institut de l'Afrique des libertés. Plusieurs de mes amis m'ont demandé de présenter souvent comme cela à la fin de la conférence un ou deux livres eh bien, de ma bibliothèque afin que les uns et les autres éventuellement s'en inspirent pour constituer la leur. Eh bien, je vous présente un deuxième petit ouvrage qui est arrivé ces derniers temps, ici. Eh bien, c'est Benjamin Abelov. Benjamin Abelov. Benjamin Abelov, Abelov, A-B-E-L-O-W. Comment l'Occident a amené la guerre en Ukraine? Comment l'Occident a amené la guerre en Ukraine? Comprendre comment les politiques des États-Unis et de l'OTAN ont conduit à la crise, la guerre et au risque d'une catastrophe nucléaire. Voilà. Et il y a une mention du grand philosophe et linguiste américain Noam Chomsky qui dit « Très bon travail. Les faits passés en revue méritent d'être mieux connus. » Les faits passés en revue dans ce travail méritent d'être mieux connus. Et là encore, je vous lis la quatrième de couverture. Selon le récit occidental, Vladimir Poutine est un expansionniste insatiable, semblable à Hitler, qui a envahi. Selon le récit occidental, Vladimir Poutine est un expansionniste insatiable, semblable à Hitler, qui a envahi l'Ukraine sans provocation. Eh bien, cette histoire est incorrecte. En réalité, les États-Unis et l'OTAN ont une responsabilité importante dans la genèse de la crise ukrainienne. Par une série de politiques mal avisées, Washington et ses alliés européens ont placé la Russie dans une situation intenable, pour laquelle la guerre semblait, à M. Poutine et son état-major, la seule solution viable. Ce livre expose brièvement les éléments historiques pertinents et montre comment l'Occident a inutilement poussé au conflit et vit maintenant sous une menace existentielle de sa propre fabrication. Vous voyez, il y a vraiment un lien intime entre ces deux livres. Je recommande ardemment ce livre de Benjamin Abelov. Benjamin Abelov. Voilà. Alors, bien sûr, n'oubliez pas que tous mes amis, tous ceux qui accordent du prix, de l'estime aux conférences que je donne, doivent se procurer leur exemplaire de l'impérial terrorisme. J'ai vraiment veillé à vous assurer le prix, le même prix que celui de la version publiée à partir du Mali sur le continent ouest africain. L'impérial terrorisme, où que vous soyez, pour vous qui êtes en Europe, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, vous qui êtes dans les îles des océans Indien et Pacifique, vous passez par Amazon, vous qui êtes au Moyen-Orient, et même dans certains pays africains, comme en Afrique de l'Est ou en Afrique du Nord, vous passez par Amazon, vous marquez votre adresse et vous êtes livré à votre boîte postale. Le livre, actuellement, circule du tonnerre aux États-Unis, au Canada, il circule du tonnerre à travers l'Europe, il est en train d'aller vers le Moyen-Orient. J'ai l'opportunité de regarder, eh bien, l'éventail géographique du livre. N'oubliez pas de vous procurer votre exemplaire. Quand nous nous rencontrerons, puisque j'indiquerai à chaque fois dans quelle capitale je suis, à quelle heure et à quel endroit je suis, vous pourrez venir avec un exemplaire de ce livre, et votre exemplaire de ce livre, et je vous le dédicacerai. J'ai dédicacé pendant 7 heures de temps. Je dis bien 7 heures de temps. Eh bien, l'impérial terrorisme à Bamako. Je ferai tout le temps nécessaire
eh bien à Ouagadougou bientôt, tout le temps nécessaire à Niamey, tout le temps nécessaire dans les capitales européennes que je vais visiter, partout où vous êtes, avec votre exemplaire, je prendrai le temps d'apposer ma modeste signature sur votre livre. C'est un livre qui a secoué, qui va secouer, et qui avait été fait pour secouer, eh bien, les torpeurs du plus grave, du plus grand mensonge occidental et moyen-oriental contre l'Afrique au XXIe siècle. Le mensonge du soi-disant djihadisme. Je compte sur chacune et chacun d'entre vous pour commander son exemplaire de ce livre. Si vous tenez à soutenir le ministère de la distribution des pains spirituels de la liberté, si vous tenez à soutenir le festival des vérités crues, achetez un exemplaire de ce livre. Faites-le, eh bien, s'inscrire dans les best-sellers sur l'Afrique contemporaine. Et vous aurez ainsi rendu le meilleur hommage à notre travail. Je compte sur vous. Et c'est plutôt bien lancé. Je tiens à remercier ceux qui, de partout à travers le monde, le font. N'hésitez pas, quand vous avez votre exemplaire, à vous filmer avec votre exemplaire. N'hésitez pas à m'adresser vos remarques, critiques, vos observations, votre appréciation de la démonstration qui est faite dans ce livre. Vous pouvez également commenter. Eh bien, sur ce livre-là, vous pouvez commenter, donner votre commentaire. Après l'avoir, bien sûr, commandé et acheté, vous pouvez donner votre commentaire sur la plateforme Amazon où il est vendu pour la partie monde. Je rappelle qu'en Afrique de l'Ouest, il est distribué par la librairie Grand Carrefour et les éditions Bandama, avec lesquelles notre institut, l'Institut de l'Afrique des Libertés, a passé une convention pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest. Nous distribuons à partir de Bamako. Nous allons distribuer fortement là au mois d'avril, eh bien à Ouagadougou et à Niamey, les 3 capitales de l'Afrique des libertés, vous comprenez, sont prioritaires, mais tous les Africains, toutes les Africaines le sont tout simplement. Merci infiniment. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV sur YouTube, Facebook, TikTok.